Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais m'éloigner peut-être un petit peu du cœur de la journée et des jardins collectifs pour m'intéresser plus largement aux jardins urbains et à un élément spécial des jardins urbains qui est l'arbre, que ce soit l'arbre d'ornement ou l'arbre fruitier. Et j'espère simplement vous démontrer à travers ça, malgré tout, c'est que au niveau de l'arbre, qui est beaucoup plus facile à étudier que de nombreuses plantes et de nombreux insectes, c'est assez facile à cartographier. Du coup, on arrive plus facilement à s'intéresser aux continuités écologiques. Et du coup, j'espère vous montrer du coup l'intérêt des jardins en général dans les continuités écologiques, en particulier pour l'entomofaune. Alors d'abord pour me présenter, donc je viens de l'INRA Orléans et je travaille à l'unité de recherche de zoologie forestière. Donc vous voyez que je suis quand même très très loin de la question des jardins collectifs au départ. J'espère vous convaincre à la fin que malgré tout on a des choses à voir ensemble. En tout cas avec Francesca on s'est convaincus. Au départ, moi, je m'intéresse essentiellement aux changements globaux, donc aux changements planétaires. En premier lieu, la réponse des insectes forestiers au changement climatique, et en second lieu, aux effets de l'intensification des échanges économiques sur la distribution des espèces. Donc avec les connaissances que vous connaissez bien, hein, ce que vont être l'expansion, la rétractation, voire la disparition d'espèces natives, ou également les invasions biologiques, hein, dont on parle beaucoup. Alors ça, c'est les deux approches. Notre labo est d'ailleurs organisé en fonction de ces deux thématiques, changement climatique et mondialisation économique. Mais il y a quand même un axe un peu transversal, puisqu'on ne peut pas comprendre une propagation d'une espèce sans s'intéresser non plus à un autre changement majeur, qui est le changement d'usage des sols. Et vous savez, notamment, il y a tout le débat sur les espèces invasives, entre ce qu'on va appeler l'invasivité, les traits de l'espèce qui vont faire qu'elles vont être capables d'envahir un milieu, et puis finalement l'invasibilité, la faiblesse d'un milieu, la capacité d'un milieu à être sujet à des invasions en fait. Et les changements du sol, l'anthropisation, la perturbation, c'est des éléments qui sont des éléments majeurs dans les phénomènes d'invasion biologique. Et tout ça évidemment interagit. Alors l'usage des sols, ça va commencer à nous rapprocher un petit peu de ce que peut se passer dans les jardins. Alors, donc mon sujet de recherche est au départ très loin de ces jardins collectifs, mais par contre, moi j'ai une petite affection pour les marais de Bourges, puisque j'ai passé quelques années de mon enfance juste au bord de ces marais. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Mais en fait, ce qui m'intéresse là aujourd'hui en tant que scientifique, c'est les arbres que vous pouvez voir. Donc au milieu, une belle photo avec un bel arbre au milieu de ce jardin. Alors même si effectivement il y a des conflits un peu d'usage entre l'ombre, les racines, etc. Enfin, le côté potager-verger, c'est pas toujours très compatible, même si aujourd'hui, il y a quand même dans d'autres domaines des approches d'agroforesterie qui se développent justement pour associer culture et arboristerie. Mais bon, voilà. Et ce qu'on va pouvoir trouver, si on cherche bien dans ces marais, l'air de rien, il y a quand même des arbres. Hein, il y en a quand même pas mal au milieu de ces jardins. Et on va voir plus ou moins des arbres de répicilves, hein, qui sont là plus ou moins en situation naturelle, c'est-à-dire qu'il y en a, tout au long de la vallée de Lièvre, il y a une répicilve. Et puis on va trouver quelques arbres d'ornement malgré tout. On peut voir même d'ailleurs, à mon avis, des grands peupliers là-bas. Et puis quelques fruitiers, puisque c'est quand même un élément de production important à part entière, à égalité avec les légumes parfois. Par contre, pourquoi je suis venu à m'intéresser en tant que zoologiste forestier, en tant qu'entomologiste forestier, m'intéresser à ces arbres qui peuvent se situer en dehors des forêts. Bon, vous le savez, la forêt, c'est 28% du territoire en France, mais ça veut dire que ça laisse beaucoup de territoires non forestiers, et ça pose la question notamment de comment peuvent circuler les différentes espèces forestières, y compris entre les massifs forestiers. Et cette question-là, on va voir, pour s'y intéresser, on va essayer de passer de changer d'échelle, hein, de passer de l'échelle de la parcelle de jardin à une échelle territoriale plus vaste, mais en essayant de conserver le même grain. Enfin, j'y reviendrai après. C'est-à-dire la même finesse de grain, la même finesse de vue. Donc la question qui se pose, hein, c'est donc ces arbres, on les voit bien, on peut tous les apercevoir, mais quelle est leur importance numérique et fonctionnelle? Alors tout d'abord, pour revenir, je vais faire une petite parenthèse, hein, pour juste rappeler ce qu'est un arbre en forêt d'après la FAO. Donc ça correspond à une dénomination qui recouvre l'ensemble des formations arborées, qui peuvent aller, hein, de l'arbre isolé jusqu'à la surface boisée de moins de 0,5 hectares.
Donc voilà, on a cette relation d'un côté entre l'arbre en forêt et l'arbre hors forêt. Et l'arbre hors forêt, on va pouvoir distinguer de nouveau deux grands types, on va dire l'arbre champêtre et l'arbre urbain. Alors on a souvent en tête au niveau de l'arbre hors forêt justement la menace qui pèse sur lui. Effectivement, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on a eu une forte régression de tout ce qui est arbre en forêt avec la mécanisation de l'agriculture et puis avec l'urbanisation. Par contre, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'au niveau urbain, on a tout un changement de mentalité et de comportement au niveau des villes, ce qui fait qu'on a plutôt eu ces dernières années un fort développement de l'arbre urbain, et en particulier du fait du commerce ornemental et de l'internationalisation du commerce. J'ai passé très vite, vous connaissez tout ça, c'est juste pour rappeler que l'arbre hors forêt, il rend plein de services écosystémiques, il a plein de fonctions écologiques avec des effets bénéfiques sur l'amélioration des cultures pour l'arbre champêtre, la fertilité des sols, le maintien de la diversité biologique, pour lutter contre l'érosion, le cycle de l'eau, les nutriments, etc. Et bien sûr la conservation de la biodiversité. Et l'arbre en ville, en plus, quelques aspects qui peuvent lui être un peu plus spécifiques avec la qualité de l'air, de la dépollution, la réduction du bruit, etc., etc. Et évidemment le bien-être, qui se traduit souvent par le fait que quand on a un espace vert, le prix de l'immobilier autour est beaucoup plus cher qu'ailleurs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre urbain notamment, c'est à l'origine de services, mais c'est aussi considéré comme étant une source de disservice. C'est souvent, moi j'ai été surpris de voir en discutant avec des gens de la mairie d'Orléans que c'était un des premiers sujets de courrier des administrés, devant la voirie, etc. Avec deux camps bien tranchés, les gens qui disent vous avez fait n'importe quoi, vous avez légué ça comme des sagouins, ou inversement, comment vous voulez pas me couper ça, c'est plein de saloperies, donc avec deux camps très très tranchés. Donc avec les gens qui peuvent mettre en avant l'allergie au pollen, l'hébergement d'espèces considérées nuisibles, les chutes de branches, les salissures, dégradation de véhicules, gouttières bouchées, etc., etc. Donc ça en fait un sujet qui est finalement assez polémique. Et pour cause, c'est vrai que quand on pense biodiversité, en fait, la biodiversité, elle se contente d'être, et puis c'est nous qui allons lui attribuer une valeur qu'on va considérer patrimoniale, utile, ordinaire ou nuisible. Et pour un même arbre, là je prends par exemple le pin, un arbre sur lequel je travaille beaucoup, on va avoir toutes sortes d'espèces. Et si on habite dans le Briançonnais, par exemple, on va pouvoir rencontrer aussi bien la processionnaire du pin qui pose des gros problèmes de santé publique que l'Isabelle de France, qui est le papillon le plus anciennement et le plus drastiquement protégé en France. Alors ça, c'est vrai pour le pin, qui n'a pas forcément bonne presse toujours ici, mais ça va être vrai aussi pour le peuplier. L'air de rien, un peuplier, les peupliers, ça peut héberger en tout 500 espèces d'insectes différents, potentiellement. Donc il y a 500 espèces qui peuvent être plus ou moins inféodées aux peupliers. Et puis, ce qui est souvent bien meilleure presse, qui est on va voir les fruitiers, avec tout ce qui va tourner, notamment autour des abeilles, de la floraison, et de la capacité à héberger, à fournir une ressource à un certain moment de l'année, en complément d'autres types de ressources florales. Par contre, il ne faut pas oublier non plus que on a tendance à râler facilement quand il y a des étourneaux. Alors on est content quand on voit le merle, et on râle quand il y a les tourneaux. On est content quand on voit les abeilles, mais un petit peu moins quand on voit la drosophile Suzuki, qui est une espèce invasive. On peut aussi ponctuellement avoir aussi là une espèce urticante qui est le Bombyx cubra. Donc forcément, ces arbres, ils hébergent plein d'espèces. Et quand on a des continuités écologiques, ça peut être des continuités pour toutes sortes d'espèces. Et du coup, c'est comme ça que moi j'en suis venu à m'intéresser à cette question de l'arbre en forêt au départ, à travers deux espèces modèles du labo, qui sont d'un côté la processionnaire du pin, donc qui est en expansion vers le nord de la France sous l'effet du réchauffement climatique, et dont on va voir que les arbres hors forêt ont joué un rôle important. Et puis beaucoup plus récemment la pyrale du buis, qui après avoir été introduite en Alsace en 2008, on l'a retrouvée en 2011 dans 4 autres départements, et puis aujourd'hui elle est un peu partout. Et en fait là on a un rôle de l'ornement qui a été majeur dans la vitesse de sa propagation. Donc j'étais amené à m'intéresser à ce qui se passait en dehors des forêts dans le cadre de la propagation de ces espèces. Et donc, quand je vous le dis, la question c'était, par exemple, j'aime bien cette image-là, c'est Fleury-les-Aubrais, une carte postale de Fleury-les-Aubrais il y a un siècle. Je me suis amusé à les reprendre la même photo
un siècle plus tard. Donc la seule chose qu'on reconnaît, par contre la flèche a bougé, je suis désolé, mais c'est le clocher qui est ici. Et du coup, aujourd'hui, c'était une zone soit de verger, soit de vigne, et qui est beaucoup plus urbanisée. Et on a aujourd'hui des citadins qui vivent avec des jardins et qui, dans leurs jardins, plantent des arbres. Et ces arbres, ils modifient les continuités écologiques. Elles ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles ont pu l'être par le passé. Et notamment, on va tous acheter chez des producteurs, des pépiniéristes, sur Internet, dans les grandes surfaces, dans les jardineries spécialisées, des arbres ornementaux, des arbres isolés qu'on va planter dans notre jardin. Et du coup, je vous ai dit, c'est ce qui va m'intéresser, c'est quel est le rôle finalement de ces arbres qui sont hors forêt dans la connectivité à une échelle vaste. Et donc tout l'enjeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être de changer d'échelle. On va passer de l'échelle, je dirais, de l'arbre ou de l'arbuste en pot, à l'échelle d'un territoire. Mais tout en conservant ce grain, cette finesse de l'arbre isolé. Du coup, avec un collègue de Montpellier, on s'est intéressé en premier lieu à la Beauce, pour une raison simple, c'est que c'est probablement la région la moins forestière de France. Donc c'était intéressant de comprendre comment une espèce primairement forestière avait pu traverser une région comme la Beauce lors de son expansion vers le nord. Et du coup, comme c'était la région qui était censée ne pas avoir d'arbres, c'était intéressant de comprendre comment ça s'était passé. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a été entre Chartres et Dreux, vous voyez la parcelle d'études, là on a pris une parcelle de pratiquement 500 km², 22 par 22 pour être exact, et on a été inventorié avec un GPS l'ensemble des arbres hauts de potentiel de la processionnaire du pin, c'est-à-dire l'ensemble des pins, des cèdres et des douglas. Et on a inventorié sur le domaine public, privé, l'ensemble des arbres en notant si c'était un arbre isolé, un bosquet ou une petite plantation. Alors après, l'idée, c'était qu'on voulait extrapoler cet inventaire exhaustif dans une zone où on n'avait pas tout inventorié et qu'on allait chercher des relations statistiques entre la présence des arbres et puis d'autres variables qui auraient été déjà décrites, notamment, si possible, par l'IGN ou par d'autres. Donc on s'attendait, en fait, au départ, dans notre modèle, à devoir intégrer, pour pouvoir expliquer cette distribution des arbres en forêt haute de la processionnaire du pin, on s'attendait à devoir ajouter plein de couches d'informations, puis avoir un modèle pas forcément extrêmement parfait à la fin. Et ça s'avérait beaucoup plus simple que ça. Parce que si on regarde bien, en fait, dans cette région-là, qu'on considérait blanche, du point de vue de l'inventaire forestier national, ici, ce que vous voyez, c'est en violet, c'est l'ensemble des parcelles inventoriées par l'inventaire forestier national. Il y a toutes les parcelles qui font au moins 2 hectares et qui sont systématiquement inventoriées. Et donc, du coup, là, on voit les zones blanches qui sont les zones qui ne sont pas étudiées par cet inventaire. Et finalement, quand on va regarder toutes les petites croix que vous pouvez voir, ce sont soit un arbre, soit un bosquet. Et c'est loin d'être un désert d'arbres en réalité, y compris en plein milieu de la Beauce. Et du coup, quand on a cherché à mettre en relation, les premières choses qu'on a regardées, c'était, vous voyez ici, c'est la distribution du bâti en noir. Donc en fait, là, on a tous les petits polygones disponibles dans les données dans les bases de données de l'IGN, puis les routes. Et en fait, je l'ai pas fait là, mais si vous superposez, vous amusez à superposer les 2 images, vous allez voir que les petites croix rouges, les agrégats de croix rouges correspondent très bien aux agrégats de bâti, et qu'en fait, on a des arbres qui sont associés à toutes les zones urbanisées, que ce soit une ville, un village ou un hameau. Du coup, à partir de ça, on a construit un modèle statistique qui était finalement pas compliqué du tout. Et on a pu après se dire, tiens, on va appliquer ce modèle à l'ensemble des zones qu'on n'a pas étudiées. Et en l'occurrence, le reste de la Beauce, c'est 5000 km², donc évidemment, il n'était pas question, ce qu'on avait fait sur 500 km² d'inventorier arbre par arbre, d'aller le faire sur une zone comme 5000 km². Là, vous avez la Beauce telle qu'elle est vue par l'inventaire forestier national, avec les parcelles forestières. Et puis, quand on simule les arbres hors forêt sur la base du modèle qu'on a pu valider sur la zone d'étude, vous allez voir qu'en fait, vous avez la Beauce, ça ressemble beaucoup plus à ça. Et d'un seul coup, on s'est mis à comprendre comment la processionnaire du pin avait pu finalement ne pas buter contre cette région, mais au contraire l'utiliser comme un corridor. Et ça correspondait à ce que nous avaient dit les collègues de l'époque, où finalement la Beauce avait été un accélérateur de la progression, alors que la forêt d'Orléans avait plutôt joué un rôle de barrière, ce qui était assez étonnant pour une bête primairement forestière, encore une fois.
Et puis, il nous avait aussi dit à l'époque, les collègues qui avaient observé la progression dans les années 90, que les vallées servaient de corridor. Alors ça, moi j'ai un truc, j'ai mis 15 ans à essayer de comprendre comment une vallée, enfin une vallée c'est relatif pour la Juine, l'Essonne, voilà. Mais c'est pas comme les Alpes tout à l'heure. Mais comment une vallée avait pu être un corridor pour une espèce comme la processionnaire du pin. Et en fait, il s'avère un truc tout bête, c'est que là, on a tout le plateau de Beauce, donc là, l'eau s'infiltre beaucoup. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de rivière. Et en réalité, les villes, toutes les activités humaines, avant qu'on ait l'eau courante, sont allées essentiellement s'installer le long des rivières. Aujourd'hui, donc, on a une concentration de bâtis de type beaucoup plus urbanisé. Et du coup, aujourd'hui, c'est des résidences. Et dans les résidences, qu'est-ce qu'on fait ? On plante un arbre, quoi. Et du coup, ce qu'on arrive à montrer avec ça, c'est que l'essentiel des connectivités s'avère être des arbres ornementaux, alors qu'au départ, on avait pensé surtout aux alignements routiers, et notamment autoroutiers, ou aux petites structures en timbre-poste que vous pouvez voir dans la Beauce disséminée par-ci par-là. Et en réalité, l'essentiel de la connectivité, c'était une connectivité qui était totalement invisible, qu'on voit pas. Vous traversez la Beauce, vous avez un ou deux arbres par-ci par-là. Maintenant, moi, je les vois. Mais c'est vrai que pendant des années, on passait sans les voir, quoi. Les éléments marquants, c'était les alignements autoroutiers et les structures en timbre-poste. Alors qu'en fait, ce sont visiblement les arbres ornementaux qui sont les éléments majeurs de la connectivité. En tout cas pour cette espèce-là. Alors ça, on a pu le démontrer après, à la fois avec des études en manège de vol, on a pu montrer que c'était pas simplement une connectivité spatiale, mais que c'était une connectivité fonctionnelle, que donc l'espèce était capable de disperser d'un point à un autre et d'utiliser ça comme des relais. Et puis on l'a montré aussi avec des marqueurs génétiques pour montrer qu'il y avait des zones où les flux de gènes étaient plus importants que d'autres, et notamment dans ces milieux-là. Donc bon, c'est un peu abusif d'extrapoler à l'ensemble de la région centre, puisqu'on a travaillé sur une zone d'étude qui était une zone d'open field. Donc après, extrapoler notre modèle à des régions prairiales ou à des régions de polyculture, de polyélevage, c'est un peu abusif. Mais enfin, ceci dit, ça permet d'avoir une idée qui, je pense, moins fausse que l'idée qu'on en a là. Ça, c'est l'inventaire forestier national, donc c'est l'ensemble des parcelles forestières. Nous, notre modèle, si on l'applique à la région, ça donne ça. Donc, bon, évidemment, c'est pas juste, parce qu'on peut pas, comme je vous l'ai dit, extrapoler à partir de l'étude qu'on a faite, mais ça reste quand même moins faux que ça. Et on était assez content parce que finalement, d'une certaine façon, on avait le voile sur la Beauce telle qu'on pouvait la voir, et puis la Beauce telle qu'on la voit pas, avec ses arbres par-ci par-là. Ensuite, du coup, le modèle, et ce qu'il nous prédisait d'ailleurs, on pouvait le voir quand on l'applique là, c'est que des grandes métropoles sont forcément très denses vu qu'il y a du bâti partout. Donc on a été faire un inventaire des arbres autres, encore une fois là de façon exhaustive. On a inventorié sur 5 communes du nord de l'agglomération alanaise 10 000 arbres autres de la processionnaire du pin. Et donc déjà, juste pour info, c'est que les arbres les plus plantés, c'était les arbres préférés de l'insecte. Donc ça montre qu'il y a quand même déjà rien qu'en termes d'aménagement paysager, beaucoup de marge de manœuvre pour gérer cette bestiole-là. Mais ce qui a été surtout très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que on a à peu près, enfin maintenant les indéterminés sont réglés, on a à peu près 80% d'arbres qui sont privés. Donc les collectivités ne gèrent que 20% des arbres, avec une grosse majorité de jardins et de jardins de particuliers qui assurent l'essentiel de la connectivité. Alors on a en moyenne seulement 2 arbres par hectare, ce qui n'est pas beaucoup si vous comparez par rapport à une forêt. Une forêt mature, c'est 250 arbres par hectare, une forêt à plantation, c'est 2500. Donc vous voyez, 250 arbres par hectare contre 2. Mais par contre, en termes de connectivité, ça s'avère finalement largement suffisant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on compare, je vous disais, avec ce changement d'échelle, mais en gardant un grain très fin, aujourd'hui, la plupart des études, elles sont basées sur Corinne Cover. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étude qui a été réalisée par Orléans Métropole, enfin par un cabinet d'études pour l'étude des TVB, c'est que la conclusion, c'est que les forêts périurbaines et les espaces verts, c'était l'essentiel des réservoirs et des continuités, et que c'était un rôle négligeable des zones résidentielles pour les espèces forestières. Alors évidemment, le problème, c'est que ça, on va chercher pas à lire, c'était juste pour vous dire ça, c'était les résultats de cette étude de trame. Et c'est pareil dans le pays forêt Val de Loire, c'était à peu près la même conclusion, alors que on était en complète contradiction, nous, avec nos résultats, qui montraient que c'était en fait un corridor. Bon, après ça c'est normal, c'est logique, il faut juste rappeler que ça dépend, l'image qu'on a des connectivités vont dépendre de la méthodologie employée et des cibles visées.
et que pour le moment, enfin, aujourd'hui, Cory Land Cover, ça s'adresse à un certain nombre d'espèces modèles. Hein. Quand on fait la sous-trame forestière, je dis pas que c'est pas pertinent, mais ça veut dire qu'il y a des espèces on va s'intéresser surtout à des espèces qui vont être d'ailleurs inféodées au milieu forestier. Mais finalement, on a des espèces comme la processionnaire du pin, mais bien d'autres, qui se moquent à peu près d'être en milieu forestier ou pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'arbre duquel elles se nourrissent. Et finalement, si cet arbre-là, on le sort des forêts pour le mettre ailleurs, eh bien, elles vont très bien s'en débrouiller, même si elles sont hors du milieu forestier. Donc, on ne peut pas dire que ce sont finalement des espèces forestières au sens strict. C'est des espèces inféodées à un arbre forestier. Et quand l'arbre est de façon, quand l'homme le met en dehors de son milieu, ben, elle le suit. Et ce que j'aime bien dans cette histoire-là, par contre, c'est une expression qu'avait employée Bernard Chevassiot-Louis lors du lancement de l'ORB en région Centre, qui était la notion de matière noire de la biodiversité. Et je trouve que moi j'aime bien ça, c'est qu'on a été voir en fait des flux de bestioles invisibles sur des arbres invisibles, des choses qu'on voit pas, et qui en fait sont extrêmement importants dans le paysage. Et donc qui permettent d'aller à un grain quand même beaucoup plus fin que ce qu'on peut faire avec Cory Land Cover et en s'intéressant au CRLF. Pour vous donner une idée, du coup, puis pour me rapprocher un peu de vos problématiques, pour passer de l'arbre d'ornement au moins à l'arbre fruitier, même s'il est en conflit parfois avec le potager, c'est simplement vous rappeler, alors déjà, vous voyez qu'au niveau végétaux d'extérieur, ce qui va prendre le cadeau pour la fête des mères, dans certains cas, jusqu'à l'arbre fruitier, le plant de tomate, etc., etc., c'est quand même, chaque année, on est sur 475 millions de végétaux d'extérieur qui sont achetés. Donc vous imaginez que c'est quand même un sacrément considérable. Et là-dedans, on va avoir 53 millions d'arbres et d'arbustes. Donc 53 millions d'arbres et d'arbustes, dont 30 millions d'arbres et d'arbustes d'ornement, 15 millions d'arbustes à petits fruits et 4,2 millions d'arbres fruitiers. Ça, c'était les données de 2010. Mais vous imaginez que la différence par rapport aux plants de tomates ou à n'importe quoi, c'est que là, ces essences-là, elles vont rester dans le milieu de façon pérenne. Et donc, elles vont être là pour... soit elles vont mourir tout de suite, parce que si tout le monde tout le monde ne plante pas comme il faut, mais soit si elles prennent, elles vont être là pendant un sacré moment, et a priori quelques décennies. On a toujours aujourd'hui, on voit les cèdres qui datent de l'époque où c'était à peu près exotique d'aller chercher des essences au Maroc ou au Liban, et ça, c'est les grands cèdres qu'on voit aujourd'hui dans nos parcs qui datent de cette époque-là. Juste par ordre de comparaison, 53 millions d'arbres et d'arbustes achetés par les Français. Le total des ventes de plants forestiers, la même année, c'était 55 millions. Donc vous voyez qu'on est sur un ordre de grandeur qui est quand même largement comparable. Après ça, je me suis surtout intéressé là aux ventes finalement aux particuliers. Juste pour dire par contre que sur le domaine public, en préparant l'exposé, je suis tombé sur une association qui s'appelle Falling Fruit et qui met en place une appli qui permet de géolocaliser les arbres qu'on peut utiliser et qui permet après d'aller collecter des arbres sur les zones publiques. Donc il y aurait là je parle de l'espace privé, mais il y a aussi quand même, c'était juste pour un mémo pour me faire penser qu'il fallait que je vous parle quand même qu'il y a quand même aussi potentiellement l'espace public. Même si de fait les fruitiers, c'est pas forcément très développé. Bon, ça c'est pour vous dire que ça c'était des chiffres de 2010, mais qu'en 2014 à peu près, on n'a pas beaucoup varié. On est toujours sur arbres et arbustes fruitiers sur 5 500 000, ce qui reste, vous voyez, quand même assez considérable, et ça tous les ans. Donc ça finit par faire du monde quand même. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est que c'est la façon dont on va acheter aussi tous ces végétaux d'extérieur. Alors là, c'est global, j'ai pas les données pour les arbres et les arbustes spécialement, mais c'est qu'on va avoir en tête les jardinistes. Enfin, il y a une évolution structurelle du marché horticole au niveau mondial, où on était passé de marchés quand même plutôt locaux à de plus en plus un rôle important de la grande distribution et des jardiniers spécialisés, et qui font des ventes en masse. Et notamment, vous avez pu tous voir ces dernières années les petits buis à 9,90 € qui étaient vendus par centaines dans toutes les jardineries, les grands supermarchés de France, et qui sont responsables en fait de l'invasion de la pyrale. Donc avec un effet de mode là sur le buis qui était quand même assez étonnant. Et ce qu'on a pu voir aussi sur la processionnaire du pin, c'est que quand on regarde dans le passé, on avait eu un effet de mode, puisque parmi la centaine de pins qui est disponible, c'est le pin noir qui a été le plus planté. Alors pas de chance, c'était le pin préféré de la bête quand elle est arrivée avec le réchauffement climatique. Mais par contre, ça pose la question de pourquoi d'un seul coup
tout le monde s'est mis à planter des pins noirs et pas autre chose. Donc on a visiblement derrière ça, c'est des effets de mode et des effets du coup d'homogénéisation potentielle des paysages. Et puis c'est lié aussi à d'ailleurs c'est un gros problème pour la profession aujourd'hui. Je viens de lire tout à l'heure en fait qu'ils encourageaient le développement des jardins familiaux et collectifs comme étant un moyen de développer la culture du jardinage. Puisqu'en fait on a toutes sortes de nouvelles formes de demandes de consommateurs qui sont en fait de plus en plus citadins et qui connaissent de moins en moins en fait le jardinage et les plantes. Et typiquement, moi, j'en discutais avec Jean-Marc Delacour, qui est responsable du centre de développement, du comité de développement horticole de la région Centre. Il me disait aujourd'hui la profession est assez désorientée parce que la grande période d'activité, notamment pour les arbres, c'est logique, c'était l'automne. On plante plutôt un arbre à l'automne, et qu'aujourd'hui c'est quasiment un chômage technique à cette saison-là, puisque les gens achètent plutôt au printemps, c'est-à-dire que quand l'arbre est fleuri et quand l'arbre est en fruit, parce qu'en fait vous voulez planter un arbre qui est déjà tel que vous le fantasmez en fait d'une certaine façon. Et donc du coup il y a quasiment un chômage technique pour les pépiniéristes au mois d'octobre et un boom en ce moment, et vous allez planter un arbre avec des fleurs, avec des fruits, etc., ce qui n'est pas forcément en soi la meilleure saison, mais visiblement ça correspond à une demande. Enfin voilà, c'est un des éléments. Juste pour vous rappeler aussi en passant que donc sur la propagation des insectes, ça va avoir un rôle, mais ça a aussi un rôle déjà en amont sur leur introduction, puisque être capable de fournir des lots de façon massive, il n'y a pas beaucoup de producteurs régionaux qui sont capables de fournir de tels lots. Et dans le cas de la pyrale du buis, c'est simple, hein, c'est le buis sans persévérance qui a été élevé en Chine et qui a été ensuite rapatrié. C'est entre 2007 et 2017, c'est 7 ou 8 millions de pieds de buis qui ont été, donc tout à l'heure dans les statistiques qu'on a vues, c'était en 2014, là, c'était presque 2 millions de pieds de buis vendus. Donc vous imaginez que ça fait des choses assez considérables en termes de volume. Et que du coup, chez les insectes forestiers, si on considère les insectes forestiers exotiques, en fait, la moitié des introductions ne sont pas liées à la foresterie, aux usages, à la filière forestière, mais sont liées aux cultures ornementales et à l'horticulture pour la moitié. Et si on considère dans la période 2005-2014 l'ensemble des insectes introduits qui ont une importance agronomique, on considère que ceux-là, hein, ceux qu'on va poser de problème, on n'en parle pas, eh bien on est sur 70% de ces espèces qui sont arrivées par le commerce de l'ornement. Et puis un petit truc que je voulais signaler aussi vite fait, parce que je ne sais pas si vous, quand vous plantez un arbre dans votre jardin, quand vous l'achetez, souvent maintenant aujourd'hui c'est impossible d'acheter un arbre qui n'est pas malade, quoi. Il est déjà souvent couvert de phytopathogènes, et ça c'est quelque chose que j'aime bien aux États-Unis. C'est 2 pépinières, hein, une dans l'Oregon, une en Californie, avec où vont se retrouver leurs arbres et éventuellement tous les phytopathogènes qui vont être portés par ces arbres-là. Et vous voyez qu'on peut avoir dans les zones où on va les planter une rencontre entre des souches de phytopathogènes qui n'auraient jamais dans leur zone d'origine finalement, qui n'auraient jamais pu se rencontrer. Donc c'est aussi un rôle de melting pot. Alors paradoxalement, ça nous on l'a très bien démontré aussi sur la processionnaire du pin, où en Île-de-France, on a un mélange de lignées qui viennent d'un peu partout, et on a vraiment été autant ce champignon phytopathogène, on n'a pas été surpris de le voir transporter, mais alors la processionnaire du pin qui fait des gros nids dans les arbres, voir cet insecte-là se balader un peu partout en Europe, ça nous a un peu surpris. Bon, passons, enfin tout ça juste pour rappeler que du coup on a des services d'un côté et des potentiels services de l'autre. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est pour ça qu'en fait on se connaît depuis peu maintenant avec Francesca, les questions qui sont un point d'intérêt commun entre nous, c'est finalement dans la construction de ces continuités écologiques. Alors là, je vous ai montré ça avec la processionnaire du pin, et du coup, c'est un exemple plutôt de disservice. Mais il faut imaginer que si ça marche pour la processionnaire du pin, si on a des continuités à l'échelle d'un arbre de jardin et des continuités fortes, ça veut dire que c'est vrai aussi pour des espèces, ça peut être vrai pour n'importe quelle espèce en fait. Hein. Comme je vous l'ai dit, là, la biodiversité, elle tripe pas entre. Il faudrait qu'il y ait des traits spécifiques, des traits d'histoire de vie particuliers aux nuisibles par rapport aux autres, etc., par rapport aux continuités. Si c'est pas le cas, ça veut dire que tout le monde en profite. Et donc, on peut voir aussi la processionnaire du pin comme un exemple de ce qu'il faut pas faire, mais on peut le voir aussi comme la contribution numériquement et fonctionnellement importante finalement de ces structures qu'on a tendance à pas les regarder. Et du coup aujourd'hui, pour comprendre autant la genèse de ce paysage arboré, enfin, mais des services et des disservices, les questions qu'on se pose, c'est finalement au niveau des gens, pourquoi planter ou ne pas planter un arbre sur son terrain? Qu'est-ce qui fait que vous décidez d'en planter un ou de pas en planter un?
Qu'est-ce qui fait que vous décidez de planter plutôt un arbre d'ornement ou un fruitier ou les deux? Un arbre natif ou exotique, je pense pas que les gens raisonnent de cette façon-là, mais on sait jamais, c'est pas impossible. Après, ce qui est très clair aujourd'hui, alors ça c'est très très évident, un feuillage persistant ou caduc. Moi, j'avoue que je suis tombé dans le piège moi-même quand on me l'a dit, là, toujours le responsable du CDHRC. Aujourd'hui, c'est simple, ce que veulent les gens, c'est des choses qu'on n'entretient pas, qui sont faciles, on le plante n'importe quand, on ne l'entretient pas, et surtout le feuillage reste vert en hiver, parce qu'en hiver, on travaille dur, machin, etc., on n'a pas le moral, et on a envie d'avoir le moral, et pour avoir le moral, on aime bien avoir du feuillage persistant dans son jardin. Et donc ça, c'est clair que c'est un élément, le choix du feuillage persistant, vous pouvez regarder la tendance actuelle, c'est un élément extrêmement important des ventes actuelles. Et puis après, ça peut être à mon avis plutôt du ressort de représentation culturelle, mais enfin ça c'est à voir. Hein. Après par contre, qu'est-ce qui fait qu'une fois qu'on a choisi par exemple un conifère, pourquoi je choisis le pin noir et pas autre chose? Pourquoi j'achète un pin noir et pas autre chose? Ça c'est quand même une question parmi la centaine d'espèces qui seraient potentiellement disponibles. Et du coup là, je pense quand même aussi des questions telles que le rôle du prix ou le rôle de la disponibilité. Et notamment en Angleterre, ça a été très bien montré pour des espèces invasives, où les espèces qui sont invasives à un temps T, elles étaient peu chères et très disponibles dans les catalogues des pépiniéristes 10 ans avant. Donc on sait que c'est des facteurs qui peuvent jouer fortement. Donc voilà, et pour conclure, j'espère avoir pu vous démontrer, même si j'ai pas touché directement au jardin collectif, que l'arbre des jardins en général et donc des jardins collectifs est une composante importante numériquement et fonctionnellement des continuités écologiques, qu'il offre évidemment de nombreux services qui sont de mieux en mieux reconnus, mais qui peut être aussi à la base de disservices, et notamment des disservices qui semblent liés à des phénomènes de mode, qui font qu'on a tendance à finalement faire entre guillemets de la monoculture, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention.